La planète Mars. Colonisation, établissement, planète B. La question est largement ouverte et maintenant il y a beaucoup de paroles dans l'air de la Terre qui parlent de Mars. Nous sommes à l'aube de voir des êtres humains poser le pied sur Mars. C'est l'exploration, les agences spatiales en cause. Il y a un certain nombre de revues qui en parlent, de nombreuses études sont faites. L'espèce humaine a vocation à sortir de son berceau qu'est la Terre pour devenir une espèce interplanétaire, galactique, voire même cosmique. Ce sont des prophéties qui sont émises de part et d'autre. Tsiolkovsky a été le premier à en parler, un inventeur des fusées russes dans les années 1920. La planète Mars, comme la Lune, possède dans son sous-sol des richesses minérales qui sont indispensables à la Terre. C'est une supposition. On est prêt à faire une installation, une appropriation et une exploitation minière. Une colonie martienne de plusieurs milliers ou centaines de milliers de personnes est possible, viable économiquement et politiquement nécessaire. C'est l'établissement permanent d'une société qui va se développer localement à des échelles diverses. C'est aussi une prophétie et c'est quelque chose qui est porté par un certain nombre de personnes. Enfin, l'espèce humaine aura besoin d'une planète B lorsque les ressources de la Terre seront épuisées. La Terre, c'est has-been. Il faut aller au-delà de ces paroles et bien entendu, il faut se construire une opinion avec des faits et à partir de la réalité telle que nous la connaissons aujourd'hui et telle qu'elle est transmise par les connaissances scientifiques accumulées par l'exploration, notamment robotique de Mars, par les observations et par l'exploration en général du système solaire. Atmosphère, atmosphère. Prenons quelque chose de simple, comparons la Terre et Mars. D'abord, la Terre est beaucoup plus grosse que Mars. Deuxièmement, l'atmosphère sur Terre, elle est composée d'azote, d'oxygène et puis un peu de gaz carbonique, un peu de vapeur d'eau, etc. Suffisamment de vapeur d'eau pour qu'il puisse y avoir de l'eau liquide à peu près stable sur Terre. Mars, plus petit, une atmosphère extrêmement ténue, 100 fois moins dense que l'atmosphère terrestre, est composée à 96% de gaz carbonique, un petit peu d'argon, un petit peu d'azote, 2% de chaque pour simplifier, et puis des traces de gaz divers et variés, dont on a cité le méthane, mais dont on discute beaucoup de la présence. Donc, des choses extrêmement différentes. Alors, nous allons maintenant nous projeter dans des expériences de pensée. Commençons par l'exploitation sur Mars d'une ressource rare, imaginons 1000 personnes. On continuera par la formation d'une colonie isolée avec des motivations spirituelles ou politiques. Allez, 100 000 personnes. C'est un objectif 2050 qui est présenté par certains Américains, notamment par les transhumanistes. Ensuite, on envisagera la formation d'une colonie indépendante, autonome. Allez, 1 million de personnes. C'est le début vraiment de l'établissement d'une véritable société sur Mars. Et enfin, nous parlerons très rapidement de l'éventualité de terraformer Mars. L'installation de 1000 personnes, qui seront 1000 travailleurs, en confinement, et on pourrait dire que ce sera une installation de type plateforme pétrolière, oil rig in English. Les travailleurs sont supposés être des volontaires et nous avons exclu dans nos raisonnements que ce seraient des bagnards ou que ce soit des esclaves. On pense donc que ce sera la présence d'hommes et de femmes libres. Les travailleurs restent un temps certain, probablement plusieurs incréments, ce qui veut dire qu'ils resteront 5, peut-être 10 ans sur place, sans possibilité de rapatriement rapide. Et donc, on est obligé d'avoir sur place des facilités, aussi bien pour la production, bien sûr, mais aussi pour une vie quotidienne riche et variée, et pour pouvoir traiter les urgences médicales, psychologiques, psychiatriques ou sociales. On imagine qu'à cette époque-là, il n'y aura pas de formation d'une société établie, pas de reproduction, pas d'éducation, et toutes les personnes présentes sur Mars, dans ces conditions-là, auront une activité professionnelle ou une véritable raison d'être là. Le mode de fonctionnement est à inventer, ce n'est pas totalement impensable et c'est une prolongation assez éloignée quand même de ce qui se fait déjà dans un certain nombre de circonstances comme les bases antarctiques, certaines bases militaires, les sous-marins nucléaires, et d'autres endroits où l'on peut rester confiné pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, notamment par exemple dans les bases antarctiques. La colonie isolée, 100 000 habitants, disons, une micro-société qui se crée sur place, avec des colons qui naissent, qui vivent et qui meurent sur Mars. On passe toute sa vie
sur Mars. On n'est pas destiné à revenir sur Terre. Le groupe, forcément, a un certain degré d'autonomie pratique et doit échanger des biens et des services avec la Terre. C'est purement notionnel. En l'état actuel des connaissances, même l'autonomie vivrière est douteuse. La capacité à produire l'alimentation, la capacité à produire l'énergie, la capacité à produire de façon certaine l'oxygène. Même si l'on est fondé sur un recyclage extrêmement important de ce que nous consommons et que nous retransformerons par le miracle des plantes ou par le miracle de l'énergie en quelque chose qui est à nouveau consommable, il est difficile d'envisager un système complètement fermé. La colonie a de fait aussi un certain degré d'indépendance pour s'organiser. Et là, il y a des questions éthiques, légales, politiques, qui ne sont pas toutes identifiables aujourd'hui, mais dont on sait déjà qu'elles soulèveront un grand nombre de questions et de problèmes. Comme ça a pu se faire dans le passé, lorsque les colonies ont pris leur indépendance. Alors, je ne parle pas des guerres coloniales de la fin du XXe siècle, mais plutôt de ce qui s'est passé au moment de l'indépendance des États-Unis, par exemple. Une planète B. Une planète B, on installe 1 million d'individus sans faire de terraformation. C'est à peu près le même type de structure que la colonie, mais avec une multiplication des écueils sur tous les plans. C'est vraiment une civilisation cantonnée dans des bidons. Dans tous les cas, les personnes qui seront sur Mars, que ça soit au niveau des travailleurs, que ça soit au niveau d'une colonie de petite taille, ou que ça soit dans l'idée de vraiment implanter une population nouvelle sur une planète nouvelle, sur Mars, ces personnes vivront dans des bidons étanches. À l'abri des radiations, donc ils n'auront pas beaucoup de soleil et pas beaucoup de vitres pour regarder dehors. Les conséquences sociales, psychologiques et médicales ne sont pas toutes connues. Beaucoup sont inconnues, mais il y en a déjà qui sont évidentes parce que l'on sait que la vie humaine sera extrêmement difficile à maintenir dans ces conditions. Les conséquences sur l'environnement terrestre et martien du trafic interplanétaire qui sera nécessaire pour alimenter cette colonie, pour éventuellement récupérer ce qu'elle pourrait produire et que l'on ne serait pas capable de produire sur Terre, eh bien ces conséquences, elles ne sont pas connues. On sait déjà que les lancements ont quelques conséquences, par exemple, sur les très hautes couches de la stratosphère. Sur Mars, on ne le sait pas, et sur Terre, on commence à peine à les étudier. Une installation de cette taille, 1 million de personnes, ne peut plus être sponsorisée par la Terre. Il ne peut pas y avoir un groupe de milliardaires qui mettent 1 million de personnes sur Mars pour le plaisir d'avoir 1 million de personnes sur Mars. Il faut que derrière, il y ait une réalité économique qui actuellement, avec les connaissances que l'on a de Mars et de la Terre, ne semble absolument pas évidente. Autonomie, capacité à se débrouiller tout seul, et indépendance, capacité à décider tout seul, sont les éléments essentiels de la faisabilité d'une telle aventure. Enfin, la terraformation. Cette idée est partie d'un article fait par un scientifique, Chris McKay, en 1991 dans le journal Nature, qui a expliqué comment, effectivement, par une expérience de pensée extrêmement futuriste, on pouvait envisager de donner à Mars un aspect habitable, c'est-à-dire avec une atmosphère respirable, une pression suffisante pour qu'on puisse se déplacer dedans et suffisante pour qu'il y ait de l'eau liquide à la surface. Donc il faut commencer par augmenter la pression atmosphérique pour que des êtres humains, des plantes ou des animaux, puissent séjourner à l'extérieur sans protection, les humains sans scaphandre et les petits chiens comme Milou sans scaphandre non plus. C'est le premier objectif, même si l'atmosphère n'est pas respirable, il faut qu'il y ait une pression suffisante pour qu'avec un simple masque à oxygène, on puisse se déplacer avec des choses légères sur les épaules. Après, il faut être capable de transformer l'environnement à partir de cette atmosphère, afin que des organismes terrestres puissent se développer. Principalement des plantes qui peuvent éventuellement améliorer la teneur en oxygène de l'atmosphère martienne en transformant le gaz carbonique en oxygène et en eau. Ensuite, il faut que cette atmosphère devienne respirable pour les plantes et les animaux et assurer donc la présence d'une forme d'eau liquide stable. En l'état actuel de nos connaissances, c'est imaginable dans l'esprit de la pop culture, dans les science-fiction, mais inconcevable avec des arguments scientifiques au jour d'aujourd'hui.
En résumé, des mines et des usines, ce n'est pas complètement inconcevable aujourd'hui, bien que d'énormes questions éthiques, juridiques, économiques, techniques, géologiques ne soient pas résolues et ne sont peut-être pas solubles. Des colonies, petites ou grandes, pour des motivations diverses, sont difficilement concevables. En plus des contraintes précédentes, il y a des questions médicales. Je vais prendre un exemple tout simple qui est celui par exemple de la gestation chez les femmes. On sait que la gestation est extrêmement influencée par les flux sanguins qui arrivent au niveau de l'organe reproducteur et de l'utérus, et notamment avec les échanges fœto-maternels. On sait que si on est dans une ambiance où il y a une gravité moindre, on va modifier profondément le système circulatoire, sans être en micropesanteur, mais simplement avec une moindre irrigation, par exemple, de l'utérus. Les conséquences sur le fœtus sont déjà d'emblée très négatives, si tant est qu'il puisse encore se développer. Et bien sûr, il y a en plus la question des radiations. On sait que, par exemple, au moment de la gestation, il y a des périodes de la gestation chez l'homme, mais c'est vrai aussi pour tous les animaux, où le cerveau est particulièrement sensible aux radiations. On sait que sur Mars, on sera exposé aux radiations. Actuellement, on estime qu'on reçoit à peu près l'équivalent de 3 radios par jour, ce qui est quand même extrêmement important. L'isolement total de ces personnes, très loin de la Terre, très loin, sans possibilité de communiquer directement avec la Terre, puisqu'on est quand même avec un délai de communication qui varie entre 7 et 20 minutes, donc ça ne permet pas une conversation. En fait, il est difficile d'envisager de faire des terriens sans terre. Quant à la terraformation, franchement, seulement en rêve. Conclusion personnelle. La biodiversité terrestre, dont l'espèce humaine n'est qu'une infime branchette, n'a et n'aura, avec ce que nous connaissons aujourd'hui, qu'un seul vaisseau spatial pour les futures générations. Ça sera la Terre. Et je ne pense pas qu'il y en ait un jour un autre. Toutes ces questions sont abordées dans un livre, Mars and the Earthling, A Realistic View on Mars Exploration and Settlement, qui est un ouvrage collectif avec des experts européens, économistes, exobiologistes, géologues, ingénieurs, juristes, médecins, philosophes, planétologues, et qui rassemble l'ensemble des données qui nous permettent aujourd'hui de construire une opinion argumentée sur l'avenir de l'exploration martienne, aussi bien de l'exploration humaine la plus simple jusqu'à ces hypothèses les plus fantasmagoriques de la terraformation.